Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous et nous accueillons ce soir notre invitée. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Elle est avec nous aujourd'hui et je suis ravi de la recevoir. Amal Bentounsi, bonsoir. Merci pour votre accueil. Alors, votre affaire remonte à il y a 4 ans maintenant. En 2012, votre frère a été, on peut le dire, assassiné par la police française. Oui, tout à fait. À la suite de ce drame, donc mon frère a reçu une balle dans le dos. Il a perdu la vie donc le 21 avril 2012. Au départ, quand on avait vu l'affaire dans les médias, on nous a parlé de fusillade. Donc comme n'importe quelle personne qui regardait la télé à ce moment-là, je me suis dit bon bah Amine il a joué, il a perdu, voilà, c'est triste à dire mais c'est comme ça. Et en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a poussée à aller chercher la vérité. Et du coup, je me suis mobilisée sur Noisy-le-Sec pendant presque 3 mois. Oui, lieu du drame, on rappelle. Voilà, lieu du drame. On s'est constitué tout de suite partie civile pour demander une autopsie du corps. Et en fait, cette autopsie révélera que Amine s'était reçu une balle dans le dos. Et non de face. Donc forcément là il y avait un problème avec les propos, avec la version policière. Et du coup il y a un chef d'inculpation. Ce policier a été mis en examen pour homicide volontaire dans un premier temps. Voilà, donc on a mené des mobilisations pendant plus de 3 mois jusqu'au 2 juin 2012 exactement. On a fait des appels à témoins sur place. On a demandé aux gens de venir s'ils avaient vu des choses et du coup ça a plutôt bien fonctionné. Effectivement, de 1 témoin, on est passé à 6 témoins. Et 6 témoins qui disent exactement la même chose, que Amine était de dos, qu'il courait, à aucun moment il a porté atteinte à la vie de ce policier. Aujourd'hui, ce policier continue à maintenir sa version policière, continue à dire que mon frère était de face et comme par enchantement la balle il l'a reçu de dos. Donc ça c'est encore à la justice de faire son travail puisque on vient d'apprendre puisqu'il y avait eu un premier procès en assises. Il faut rappeler que c'est quand même assez rare. C'est peut-être la 2e fois en France qu'un policier est traduit devant une cour d'assises. Et que au premier procès, il avait été acquitté. Je vais juste vous expliquer. Alors, malgré les témoignages à charge contre ce policier, malgré les charges accablantes contre ce policier, malgré tout, il a été acquitté. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la cour d'assises, Jean-Marc Heller, c'est le même président. Donc, le président, c'est le même magistrat qui avait prononcé un non-lieu dans l'affaire d'Aliziri. Donc, je sais pas, peut-être que vous vous en souvenez. Oui, bien sûr.Aliziri, c'est ce retraité de 69 ans qui avait perdu la vie à la suite d'une clé d'étranglement. Donc, comme a fait exprès, c'est ce même magistrat qui était là et qui présidait la cour d'assises. Donc il faut rappeler que la cour d'assises, il y a un président et il y a des jurés et ce président il est là pour influencer les jurés. Donc voilà ce qui s'est passé et par chance, il faudra noter aussi le courage de ce procureur qui a demandé l'appel. Puisque ce procureur a voulu condamner ce policier, puisqu'il a même utilisé le terme de permis de tuer. Donc ça veut dire que le travail de sensibilisation qu'on a fait avec le collectif depuis 4 ans maintenant a plutôt bien fonctionné et qu'à un moment donné, des hauts magistrats se sont remis en question et ont cherché la vérité et n'ont pas cherché à épargner des policiers parce qu'ils étaient policiers. Aujourd'hui, est-ce que vous avez la version de ce qui s'est réellement passé ce jour-là ? Alors la version, on sait ce qui s'est passé. Que faisait votre frère ? Pourquoi a-t-il été tué ? Alors à ce moment-là, il courait, il était de dos, il s'est soustrait à un contrôle d'identité. Police, ouais. Puisque Amine était en permission, il n'avait pas regagné la maison d'arrêt de Châteaudun. D'accord. Mais ça ne justifie pas la mort d'un homme, quels que soient les faits qu'il aurait pu commettre à ce moment-là. En tous les cas, à ce moment-là, il courait. Et il était de dos. Voilà, donc ça c'est les faits. Non armé. Alors, ils disent qu'il était armé. Après, reste à prouver.
encore une fois, puisque apparemment ils ont retrouvé une arme à côté du corps de mon frère. Sur cette arme, il n'y a aucune empreinte qui correspond à celle de mon frère. Donc voilà. C'est une arme qui aurait peut-être été rajoutée par la suite. Alors on ne sait pas, la justice nous le dira. Il y a un prochain procès qui aura lieu du 6 au 10 mars 2017. Ouais. Donc j'invite tous les gens qui se sentent concernés, puisque aujourd'hui mon frère c'est un parmi tant d'autres. Hein. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les chiffres sont assez conséquents quand même. C'est les chiffres de 15 morts par an. C'est une moyenne de 1 à 2 morts par mois tués entre les mains de la police. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que pour la plupart de ces victimes, elles sont toutes racisées. Et aujourd'hui, c'est un constat. C'est des chiffres officiels de la part de l'Action chrétienne qui lutte pour l'abolition de la torture, qui a produit ces chiffres en 2015. Donc là, il y a un réel problème en ce qui concerne les crimes policiers en France, et il y a un réel déni de ces faits. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être des victimes, mais qui n'existent pas. Donc du coup, quand on demande justice et quand on dénonce publiquement, comme ce qu'on fait avec le collectif, on nous taxe d'être anti-police. Nous, simplement, ce que nous demandons, c'est la vérité et la justice. Juste un rappel, par exemple, pour les autres familles, le cas de Wissem Al-Yemni, qui a été tué, tabassé à mort par 26 policiers, ça fait 5 ans déjà. Voilà. Le 7 janvier aura lieu la commémoration de ces 5 ans, donc je vous invite vraiment tous, si vous êtes de Clermont-Ferrand, à y participer. Le 3 décembre, il y aura la commémoration de Babacar Gaye, qui a été tué chez lui, donc par des policiers, toujours aucune instruction. Pour Wissam El-Yamni, c'est pareil, il y a une instruction, mais toujours pas de policiers qui sont mis en cause. Pour Abdoulaye Camara, qui s'est reçu 10 balles dans le corps, alors que cet homme avait besoin de soins et qu'il avait besoin d'assistance plutôt qu'on lui tire 10 balles dans le corps. Je pense aussi à Amadou Koumé. Amadou Koumé, c'est l'histoire d'un homme qui monte à Paris pour aller chercher du travail, et sa femme pendant 10 jours, à peu près 10 jours, elle n'a pas de nouvelles, et elle apprend par des journalistes que son mari est mort, et donc elle l'apprendra comme ça. Donc personne ne lui a donné l'information que son mari était mort, et du coup voilà, systématiquement le processus il est le même. Toujours. C'est meurtre, stigmatisation criminalisation de la victime à titre posthume. Exact. Après, c'est des preuves qui disparaissent, c'est des pièces à conviction qui disparaissent, et après on a envie de faire passer les familles pour des fous. Excuse-moi de te couper, Amal, oui. Ça revient parce que tu as raté la vie tranchée, et c'est ce que j'ai essayé de développer avec Christophe, c'est nous faire passer pour des criminels, pour des malfrats, et on est le plus souvent victime d'injustice que la police ne l'est de notre part. Parce que nous, on n'a pas d'autorité, on n'a pas d'armes, donc on est sujet à leur comment dirais-je, leur frustration. S'ils ont envie de se défouler dans un Porsche sur nous, ils peuvent le faire parce qu'ils seront pas punis. Et voilà, il y a des connivences entre la police et la justice, parce que c'est le bras armé, la police c'est le bras armé de l'État et du pouvoir. Donc on peut pas contester ça. Mais derrière, comme tu le disais, c'est ce qui est terrible, c'est d'avoir été victime de la police. Après peut-être d'en mourir comme ton frère, hélas, et ensuite d'être sali, d'être traité comme voilà, on n'a pas de respect pour le deuil et la perte de la victime. Donc moi ou d'autres auraient pu subir le même sort que ton frère, on l'a pas eu, mais c'est ça le plus rageant et le plus voilà, j'arrive pas à exprimer les mots, mais tu dois le faire mieux que moi, mais c'est vraiment ça. Donc Christophe, quand je te disais que ce que je ressens, ce que d'autres ressentent, et pas mal de gens dans les banlieues, c'est cette sensation qu'il y aura jamais justice en fait. Amal, est-ce qu'il y a eu des pressions depuis que vous avez finalement cherché à connaître la vérité sur la mort de votre frère? Est-ce qu'il y a eu des pressions qui vous sont parvenues? Oui, je voudrais parler, parce que c'est vrai que la mort de mon frère, ça a été quelque chose de très traumatisant pour moi en tant que sœur. Rien que d'en parler, ça remet des souvenirs en surface, peut-être. Tout à fait. Et ce qui est important de dire, c'est qu'à un moment donné, on peut basculer. C'est-à-dire que quand vous perdez un proche dans ces circonstances aussi dramatiques, et que vous savez qu'à un moment donné, peut-être que votre frère
n'obtiendra pas justice, et que votre frère, sa vie ne valait rien en fait, tout simplement. C'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Du coup, moi, je me suis battue pour ça. Je me suis battue pour qu'il y ait quand même une reconnaissance que Amine, c'était pas un chien, puisque même quand on maltraite un chien, il y a un procès. Des gens sont condamnés à 6 mois de prison ferme pour avoir torturé un chat. Donc, pourquoi on le fait pas quand c'est un homme, et notamment un jeune homme issu de l'immigration post-coloniale. Et ça, c'est important de le dire. Donc, il faut croire qu'il y a des vies qui comptent, et il y en a d'autres qui comptent pas. Donc, moi, en 2013, j'ai été attaquée par Valls. Il a porté plainte directement contre moi et contre le collectif pour diffamation envers une autorité publique, tout simplement parce que ce qui me restait, en fait, j'avais 2 solutions. C'est soit je me transformais en monstre, puisque quand je dis l'impunité crée des monstres, c'est ça. C'est parce que pendant 2 ans, dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui me sont passées, et très sincèrement, je le souhaite à personne. Et donc du coup, j'avais 2 solutions. C'est soit je menais un combat, ou soit je faisais quelque chose et qui aurait pu porter atteinte à ma vie et que les conséquences enfin, soient. On allait parler de vengeance, quoi. Voilà, très grave. Donc voilà, donc à un moment donné, je me suis dit bon, la deuxième solution, c'est la meilleure. Tu vas mener le combat. Et du coup, j'ai monté un clip, une parodie de recrutement de la police française en disant vous êtes violent, insolent, méprisant, ne respectez pas le code de la déontologie, prêt à tuer sans être en état de légitime défense, islamophobe, engagez-vous dans la police française. Donc voilà, ça, il y a 4 ans, je disais que c'est une forme d'extermination à petit feu. On m'a dit oh là là, les termes sont très très forts. Aujourd'hui, avec l'état d'urgence, on se rend compte que aujourd'hui tout le monde peut être concerné. Le dernier mort en date, c'est un monsieur qui s'appelle Ferreira à Grenoble, qui a été tué à Échirolles. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que ça ne touche plus uniquement les personnes issues de l'immigration post-coloniale qui en souffrent, puisque je pars du principe que les quartiers populaires ont servi de laboratoire à cette violence. Ces policiers se sont entraînés pendant des années dans ces quartiers, et aujourd'hui, on les a laissés faire, et aujourd'hui, ils s'entraînent, ils continuent leur travail, ils continuent ça sur les militants, les gens qui vont manifester pour leurs droits, ou n'importe qui ne voudrait pas se soustraire à l'ordre policier. Donc voilà, donc aujourd'hui on en est là, l'état d'urgence permet beaucoup de choses, et les lois liberticides et sécuritaires qui ont été pendues pendant l'état d'urgence sont des lois très dangereuses. Aujourd'hui, ça me fait plutôt peur quand je vois des policiers manifester alors qu'ils n'ont pas le droit, avec leurs armes de service cagoulées comme des voyous, puisque c'est le cas. On a l'impression que ils sont au-dessus des lois. Ce qu'il faut rappeler aussi quand je parle au-dessus des lois, c'est plusieurs rapports, notamment le rapport de Amnesty International qui date de 2009, qui avait sorti un rapport qui avait condamné la France pour ses actes de barbarie et de torture. Donc ça, c'était un rapport qui s'appelait Au-dessus des lois. L'ONU cette année a condamné aussi la France pour ses violences et son impunité policière. Donc voilà, tout ça, c'est pas des choses qu'on a sorties d'un chapeau et on s'amuse pas à venir et à dire ça. Ce sont des faits, ce sont une réalité. Et aujourd'hui, peut-être que certains de nos auditeurs diront s'ils sont morts, c'est qu'ils ont fait quelque chose. Exact. La peine de mort, elle a été abolie, il faut le savoir. Aujourd'hui, personne n'a le droit de tuer personne. Personne ne peut atteindre la vie, enlever la vie à quelqu'un. Et aujourd'hui, on est dans un état de droit. Si on est encore dans un état de droit, on doit même pas poser cette question. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Je t'interromps. Dis-moi, tu penses que le problème avec la police, il se situe où de manière psychologique par rapport à, je sais pas, par rapport je vais dire les mots, par rapport aux Arabes, aux Noirs, tout ça? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il faudrait résoudre? Je crois qu'on vit dans 2 mondes parallèles. Moi, j'ai fait une petite expérience. Je suis tombée des nues quand j'ai rencontré un jeune homme. On était un soir attablés dans un bar à boire un verre avec des amis, et on a été abordé par un groupe de jeunes qui auraient pu. Là, pour le coup, il était ingénieur. Il nous a posé la question sur l'islamophobie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'islamophobie? Bon, complètement rien à voir. Et à un moment donné, il était tellement sûr de ce qui
de ses propos, des propos qu'il tenait. Et je lui dis bon bah écoute, apparemment t'es au courant de beaucoup de choses et à chaque fois qu'on te contredit, t'as du mal quand même. C'est quoi comment tu sais tout ça? Est-ce que tu as déjà été dans un quartier? Il me dit non, j'ai jamais été dans un quartier. Ok. Je lui dis donc ces préjugés, ils te viennent d'où? Bah oui, je regarde la télé, je lis Le Figaro. J'espère que tu écouteras mon avis tranché, j'en parle de ça. Donc voilà. Et donc là, je l'ai regardé, je lui dis mais attends, mais comment tu peux avoir des préjugés comme ça sur des gens? Sachant que tu n'as jamais vécu je lui ai posé la question, est-ce que tu as déjà été dans un quartier? Il m'a dit, ah oui, mais tu penses que moi, avec ma petite chemise, je pourrais aller dans un quartier? Donc, je pense que certains policiers qui viennent du fin fond de la France, qui viennent de campagne, voilà, de la campagne et qui viennent et qui sont balancés dans des quartiers. Ouais, on dirait que tu es en train d'écrire mon avis tranché là. on leur balance, on leur donne voilà, on leur dit voilà, vous allez arriver dans la jungle, c'est comme ça qu'ils sont présentés. On est présentés comme des indigènes, ça continue. Et leur politique, moi je trouve qu'elle est vachement répressive en fait. Tout de suite on met un froid avec le citoyen, l'individu lambda, et on le juge s'il a des requins ou s'il a un survêtement Lacoste ou une casquette. C'est bon, tout de suite on va pas le vous voyez, on va le tutoyer. Voilà, on va se permettre, voilà, on va être offensant, on va dégradant même parfois. Humiliant, et voilà, l'humiliation. Mais j'invite les jeunes, la jeunesse à se muscler un petit peu, parce que depuis que j'ai pris 20 kilos, j'ai plus les mêmes problèmes avec la police, et je le dis haut et fort. Je me fais plus contrôler, ça fait quelques années. Pourtant mon frère, qui pèse moins 20 kilos en moins que moi, il est un peu plus frêle, et ben lui il a souvent des problèmes à scooter, tout ça, étranglement, voilà, humiliation, insulte, voilà, et des fois on est à deux doigts de déraper, mais on a encore du bon sens. Alors il faut rappeler aussi à tous ces jeunes que l'État vient d'être condamné pour contrôle aux faciès abusif. Donc vous avez la possibilité de gagner 1500 €. Ah tiens. si vous êtes contrôlé, puisque aujourd'hui il y a 13 plaignants, sur les 13 il y en a 4 qui ont obtenu gain de cause, et du coup l'État a fait appel de cette décision en première instance, et en deuxième instance l'État a été condamné donc pour ces contrôles aux faciès abusifs. Et donc du coup vous avez la possibilité en tant que jeune issu de l'immigration, si vous sentez que le contrôle n'est pas justifié, vous avez le droit de poser la question aux policiers, de demander les raisons pour lesquelles vous êtes contrôlé. Si vous estimez qu'elles ne sont pas justifiées, avec la présence ou le témoignage de quelqu'un, vous pouvez vous constituer partie civile et porter plainte. Donc pour cela, il faut noter le numéro de matricule, si encore vous arrivez à le trouver. Exactement. Sur ça devait pas, il devait pas apparaître. Ils ont dit. Oui, c'était une promesse d'un certain président de la République. Oui, ah ouais. De Valls, et du coup comment ça s'appelle, le numéro de matricule, il peut être enlevé comme ils veulent. Donc du coup, quand ils veulent pas être identifiés, ils l'enlèvent. Ouais. Et il y avait aussi à un moment un système de caméras là que je voyais souvent sur la BAC. Ils avaient des petites caméras, ils commençaient à tester de genre filmer un contrôle par exemple pour avoir des preuves justement. Oui, voilà. Alors ça c'est suite à l'appel du collectif Stop le contrôle aux faciès qui avait demandé les contrôles, le récipicé pour le contrôle aux faciès. Donc apparemment ça a été refusé puisqu'il y a eu une pression de la part des syndicats policiers pour que ces récipicés ne voient jamais le jour. Et en contrepartie, Cazeneuve a proposé les caméras, donc qui coûtent beaucoup plus cher et qui n'auront aucun effet puisque il faut savoir que les caméras, le bouton enregistrement pourra être actionné quand ils le veulent. Ouais, donc forcément. si à un moment donné ils veulent commettre quoi que ce soit, ils peuvent l'éteindre. Voilà. Amal, Ben Tounsi qui est avec nous, parlez-nous un petit peu aussi de ce collectif avant de laisser la parole aussi à Yasser Loati. De ce collectif donc Urgence. Notre police assassine. Alors ce collectif, c'est un collectif de familles de victimes. En fait, dans la douleur, on s'est tous un petit peu rassemblés. On s'est rendu compte. C'est votre manière à vous de faire votre deuil? Oui, c'est aussi c'est presque une thérapie aussi de mener ce combat avec d'autres familles puisque on est tous dans les mêmes histoires et puis dans la même peine. Donc c'est aussi une façon de faire notre deuil, oui, tout simplement, mais c'est aussi une façon de trouver le courage pour continuer à vivre et espérer. En tous les cas,
la vérité et puis après par la suite la justice. Voilà, c'est pas le cas de toutes les affaires malheureusement. Nous dans notre affaire, on a eu beaucoup de chance parce que vraiment j'ai été sans pitié. J'ai vraiment essayé de tout faire pour que cette affaire ne soit pas oubliée. En tous les cas, ce que j'espère, c'est que pour l'affaire de Wissam El Yamni, de Lamine Dieng, de Amadou Koumé, de Adama, de toutes ces autres familles qui sont en attente de vérité et de justice, que vraiment qu'un jour on obtienne justice, parce que aujourd'hui peut-être qu'on se bat. Peut-être qu'on verra pas le fruit de notre bataille, mais que peut-être que nos enfants, dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être qu'ils ne se feront plus tuer et peut-être que des policiers seront condamnés. Et là, peut-être qu'on aura gagné. En tous les cas, notre collectif n'a pas de haine de la police, n'a pas la haine de la police. On a la haine de l'impunité policière, on a la haine de l'injustice. Et ça, il faut le rappeler, puisqu'on est très souvent taxé d'être anti-police. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut qu'à un moment cette institution se remette en question et il faut qu'on arrête de leur accorder encore plus de privilèges qu'ils n'ont déjà et qu'ils arrêtent de se comporter comme des enfants gâtés de la République. Voilà, et que ils ne sont pas au-dessus des lois et ça il faut leur rappeler. Je vais vous poser une question un peu brutale, mais est-ce que les autorités françaises depuis ces dernières années ont offert un permis de tuer à la police de la République? Bah là, c'est même plus un permis de tuer, là c'est un permis de mise à mort qu'on demande. Là, ils l'ont déjà, le permis de tuer. Le permis de tuer, ils l'ont déjà. Là, c'est un permis de mise à mort que les syndicats policiers demandent, puisqu'aujourd'hui, ils demandent l'assouplissement des règles de la légitime défense. Il y a des gens, je finis avec ça, j'ai été confronté à la police, j'ai vraiment rencontré des psychopathes. Des vrais psychopathes. Oui, qui n'ont rien à faire dans la police. Ils ont rien à faire dans la police. Est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire en matière de recrutement dans la police? Est-ce qu'on prend pas finalement un peu n'importe qui? Est-ce qu'il n'y a pas des tests psychologiques? Je sais que par exemple pour un simple emploi à la SNCF, on passe par un entretien psychologique qui est assez dur. Oui, mais c'est pas le cas à la police? Si, il y a des tests comme ça psychologiques, mais ces gens-là, ils ont un dédoublement de la personnalité. Ils vont tout faire pour obtenir le test, et une fois sur le terrain, ils vont se dire ça y est, je suis un cow-boy. Ouais, mais il y a des experts quand même qui sont là pour détecter justement ce type de comportement. Après, laisse passer. Yasser Louati, une question peut-être pour Amal. Non, je connais Amal, donc on a déjà eu l'occasion d'échanger déjà au début de l'état d'urgence dans les réunions du collectif. Ils se sont lâchés là pour le coup. L'état d'urgence, ça a été aussi un permis d'intervenir chez n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel moment et dans n'importe quelle condition. Et qu'on a justement, l'État refuse toujours de rendre des comptes sur les dérives de l'état d'urgence. J'avais fait une petite vidéo, en fait, j'avais prononcé un discours le 11 décembre sur le refus de démissionner ou de prise de responsabilité de ceux qui ont échoué à nous protéger. Et un an plus tard, en fait, c'est pas seulement ceux qui ont failli sont encore en poste, c'est qu'ils ont encore plus de pouvoir et plus d'impunité. Donc c'est la fuite en avant et c'est vraiment une gifle pour ceux qui espèrent encore vivre dans un état de droit. Mais pour revenir à ce que disait Amel, on s'était rencontrés aussi pour le documentaire qui va sortir sur les violences policières. Je sais que ça a été des questions assez fatigantes. Je sais qu'elle a quand même passé, je crois, une petite heure avec nous et c'était vraiment j'avoue, moi j'ai terminé l'entretien, j'ai regretté un peu parce que les questions étaient longues, il a fallu développer, etc. Revenir sur des épisodes, qu'elle est en droit de refuser de relater. Mais maintenant, il faut encore saluer son courage et sa dignité parce que non seulement elle fait le deuil, ou plutôt elle se remet sur pied en menant un combat face à une institution aussi puissante que l'institution policière, qu'elle doit aussi porter le deuil de sa famille, qu'elle doit aussi porter sur ses épaules la procédure judiciaire, et qu'en plus de ça, elle doit subir les attaques personnelles. Donc moi, franchement, je dis chapeau à Amel pour sa dignité et son courage, mais elle ne fait que représenter une situation que nous vivons tous, que ce soit dans les combats contre les politiques sécuritaires, les violences policières ou le racisme, c'est qu'on a d'autres choix que de nous inscrire dans un rapport de force. Parce qu'on a un État qui a le monopole de la violence, qui lui est octroyé par les citoyens. Or, il refuse de rendre des comptes sur ce monopole de la violence. Et donc, on ne peut pas, en fait, cultiver l'impunité, humilier des familles qui sont déjà endeuillées et s'étonner que ces personnes qui vivent ces injustices et qui font face à cette humiliation et à cette violence se reprennent en main
et décide de dire, vous savez quoi, puisque l'État ne veut pas faire son travail, dans ce cas-là, je me reprends en main. Dans ce cas-là, je pense que le collectif UNPA, Urgence, notre police assassine, et c'est pas la police assassine, mérite un soutien, que, au lieu de se cacher derrière des murs et de balancer des caillasses, on ferait mieux de les recevoir, d'écouter leurs griefs, parce que ça n'arrange personne qu'on se polarise de part et d'autre. Encore une fois, pour avoir parlé avec Amel longuement, elle est de loin, elle est loin de s'inscrire dans une démarche de diabolisation de la police et etc. Et non, c'est plus, il y a un travail qui n'est pas fait, qu'elle porte sur ses épaules avec le peu de moyens qu'elle a. Faut pas oublier aussi que derrière elle, il y a aussi de nombreuses familles de victimes qui comptent sur elle. C'est beaucoup de responsabilités. J'en connais pas beaucoup qui pourront le faire, de porter son deuil et celui des familles. Donc sincèrement, l'appel, je sais, c'est une bouteille balancée à la mer. Si vraiment on a conscience du problème et qu'on veut apaiser les tensions entre police et habitants et qu'on veut avancer vers une autre police, je pense qu'il est temps qu'on reçoive ce genre de collectif au lieu de les diaboliser, parce que à défaut, si c'est pas des collectifs comme celui de UNPA qui sont entendus, on va véritablement donner du grain à moudre pour ceux qui justement sont dans une démarche de hostilité permanente entre quartier et police. C'est encore une fois une police qui est censée protéger la République. Elle n'est pas censée faire avancer un agenda idéologique. Et à l'heure où la police vote à 52% au Front National, il est plus que temps de faire avancer un agenda pour une nouvelle police. Bravo Yasser. Amal, tu restes avec nous. Dans un instant, on va évidemment reparler de ce collectif, mais aussi passer au coup de cœur de nos chroniqueurs. Et si on a le temps, ce dont je doute, passer au j'aime ou j'aime pas. Bienvenue Amal, en tout cas, t'es ici chez toi. Et bienvenue pour parler de ce qui s'est passé il y a 4 ans. Juste une petite question, une réponse très très rapide s'il te plaît, parce que j'ai la pub et elle n'attend pas. Quelle a été la réaction de la famille sur cette détermination de ta part ? Je crois que c'est quelque chose qui connaissent déjà chez moi, donc depuis toute petite je suis comme ça, donc voilà. Merci Amal, à tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous pour ces quelques dernières minutes avant de passer dans un instant aux infos et à Amar pour l'éphéméride, le sport et la télé. Nous sommes avec Amal Bentounsi, pour nous parler de ce qui s'est passé en 2012, donc c'est tout frais finalement, il y a 5 ans. La mort de ton frère, assassiné d'une balle dans le dos, et c'est au terme d'un combat qui fut long, et avec l'aide aussi de ce collectif Urgence, notre police assassine, que vous avez aussi aidé les autres familles de victimes qui ont été aussi tuées par la police. J'aimerais que vous nous rappeliez quand même ce chiffre qui est effroyable. Combien de morts par an ? Alors c'est 15 morts par an, donc ça fait une moyenne de 1 à 2 morts par mois tués entre les mains de la police. Comment expliquer ce silence médiatique autour de ce sujet qui est vraiment un fléau, je veux dire un fait de société auquel il faudrait consacrer quand même des heures d'antenne, pourtant personne n'en parle. Il y a impunité ? Oui, il y a plus qu'impunité, il y a même on peut aller jusqu'au déni. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, c'est un processus, à chaque fois quand il y a meurtre, il y a criminalisation de la victime, une version qui est relayée médiatiquement, une version policière qui est relayée par le procureur, et donc c'est la version officielle. Et du coup, si on s'arrête à cette version-là, forcément, n'importe quel auditeur ou téléspectateur qui va regarder l'info va se dire il y a eu fusillade, c'est normal, le policier a fait son travail. Mais en tous les cas, à partir du moment où cette information, la première information, est biaisée, après même de revenir en arrière, les gens restent sur cette première information. C'est-à-dire que si elle est biaisée dès le départ, s'il y a un mensonge dès le départ, les gens restent sur ça forcément. Donc c'est un processus qui est fait pour que les gens, même les gens qui sont les plus concernés, se désolidarisent complètement de la victime ou de son entourage, de façon à dire circuler, il y a rien à voir, le policier a fait son travail correctement, ne cherchez pas la vérité. Sous prétexte qu'il a prêté serment. Tout à fait. Ouais. Donc il faut savoir que il y a quelques semaines, un peu avant la mort de Monsieur Ferreira à Échirol, il y a un jeune homme, un jeune Marocain qui est mort dans le 93.
la famille n'a pas eu connaissance de tout ça et n'a pas demandé autopsie, a envoyé le corps en une semaine. On leur a rendu le corps très rapidement. Donc voilà, dans de nombreuses affaires c'est le cas. Et si les familles ne sont pas informées tout de suite, dans un premier temps, dès le départ, et qu'elles se mobilisent pas dès le départ, on se rend compte que après il est très difficile de rattraper ce retard. Donc les 48 premières heures dans ce genre d'affaires sont déterminantes pour la continuité de l'instruction s'il y en a une. Donc voilà, et donc il faut mettre le paquet. Donc moi je vous invite vraiment, tous les auditeurs, si vous connaissez des gens autour de vous, si un jour vous avez l'information que quelqu'un a été tué par la police autour de vous, ne vous posez pas de questions, allez chercher la vérité et allez soutenir cette famille, parce que vous vous rendrez compte que forcément toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé l'Observatoire national des violences policières. Donc je pourrais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure si malheureusement ça va se terminer là, mais bon. Toutes ces affaires, toutes ces coordonnées, on peut les retrouver évidemment sur internet. Oui, alors c'est bien le collectif ou cet observatoire. Alors vous pouvez nous suivre sur la page du Facebook, le collectif Urgence Notre Police Assassine. Allez-y tous, c'est très important. Ouais. Voilà, et puis vous pouvez, moi j'ai une page Facebook Amal Bentounsi, mais sinon toutes ces informations là vous pouvez les avoir sur la page du collectif. Ouais. Je tiens juste à rappeler que cette semaine, il est important de noter que je participe en tant que témoin dans une affaire où des policiers ont été mis en cause, 3 policiers à Bobigny. Oui. Donc c'est des jeunes, c'est plusieurs personnes qui ont été touchés à tir de flashball, qui ont perdu un œil. À la suite de ça, ils se sont constitués partie civile, ils ont apporté les preuves de ce qui leur est arrivé, et en tous les cas aujourd'hui des policiers sont traduits à Bobigny, donc au tribunal de Bobigny du 21 au 25 novembre. Et alors il y a Wissam El Yamni qui passe en tant que témoin. Moi j'interviens en tant que témoin sur la présomption de légitime défense. Il y a Omar Slaouti du collectif Aliziri qui participe en tant que témoin aussi par rapport à l'affaire de Aliziri. Donc voilà, c'est le collectif 8 juillet. Donc c'est un collectif de gens qui ont été éborgnés par la police. Ça arrive aussi souvent dans les quartiers. Donc voilà, s'il y a des gens s'il y a des gens que vous connaissez qui ont perdu un œil à la suite de tirs de flashball, il y a le collectif 8 juillet et je vous invite à aller les soutenir. T'imagines, ils tirent avec ça dans la tête, avec même dans le corps, les gens qui ont reçu ça dans le corps, ils ont eu des énormes hématomes, mais eux ils visent la tête. Ils sont vachement humains, hein. Vachement. Voilà, et on l'a vu d'ailleurs pendant les manifestations contre la loi du travail. Il y a eu énormément de blessés et toujours criminalisés de façon à... Alors Amal, on va rappeler, bien sûr, bien que tu nous aies donné tous ces chiffres assez effroyables tout au long de cette émission, et je m'excuse auprès de Yasser et de Bat, mais on n'aura malheureusement pas le temps pour vos coups de cœur, vous les gardez bien au chaud. Ok. Je suis désolé. Ouais, pas de problème, c'était pour la bonne cause. Mais Amal, ce qui est important de rappeler, parce que c'est vrai que dans cette émission, on parle sans langue de bois, on dénonce énormément de choses, on parle de tous les sujets. Et ce que l'on n'aime pas, c'est qu'on fasse des généralités. Encore une fois, il est important de rappeler que tout ce que l'on vient de dire et d'énumérer au travers de aussi bien des propos de base que des vôtres, que des différentes affaires que vous avez relatées, que évidemment on ne fait pas de généralité à l'ensemble du corps de la police. Ah non, pas moi. Il y a des policiers, oui, mais pardon, il y a des policiers qui font bien leur travail. Je suis d'accord avec ça. Mais il faut pas généraliser, comme on n'aimerait pas non plus qu'on généralise parce que toi tu vas faire une connerie, donc on va pas généraliser. Moi, si on est soumis à un contrôle de police, moi je suis courtois, voilà. Mais après, c'est le policier qui lance les hostilités ou pas. Pas tous. Ouais, pas tous. Ouais, mais souvent, qui ont bien fait leur travail, comme il y en a qui font mal leur travail. Ouais, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui font mal leur travail, et moi, j'ai pas peur de le dire, et je le redis, c'est la vérité. Alors, moi, je pars du principe que celui qui ne dit mot consent. Alors, celui qui est témoin, un policier, où ils sont 2 en général ou 4, celui qui assiste à une scène de violence, il faut quand même le vouloir pour tuer un homme de ses propres mains. Je pense à Wissam El Yamni, qui a été tabassé à mort par 26 policiers. Est-ce qu'il n'y en a pas un de ce groupe de 26 policiers qui aurait pu dire
un moment stop. Faut arrêter. Il y a non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger. Donc imaginez-vous. Donc voilà, c'est un corps. Il faut pas oublier qu'un corps, c'est une famille qui sont soudées, et à aucun moment je n'ai entendu un policier se remettre en question et dire oui, effectivement, il y a un problème. On a mal agi, ou que certains disent oui, effectivement, publiquement, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a certains qui le disent hors antenne et en aparté sous couvert d'anonymat. Voilà, parce qu'ils risquent aussi la vie, puisque ils ont des collègues et après ils vont subir des répressions. Ça, il faut le dire. Il y en a quelques-uns, mais en tous les cas, pour la majorité, ils soutiennent le corps policier et faut que cette institution se remette en question. Parce que depuis les années 60 et bien avant, pendant la guerre d'Algérie et après, il faut juste rappeler les faits. Le 17 octobre 61, les 300 Algériens qui ont été jetés à la Seine dans l'impunité la plus totale. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu aucune reconnaissance de la part des gouvernements qui se sont succédés, et donc ça voudrait dire que la vie de 300 Algériens ne vaut rien. Voilà. Merci Amal Bentounsi, et bon courage pour la suite de votre combat. Merci, Amal. Et pour le collectif donc Urgence, notre police assassine. Et donc vous avez parlé aussi de cet observatoire qui s'appelle exactement. Alors l'Observatoire national des violences policières qui devrait être en ligne très bientôt. En tous les cas, il va y avoir des guides d'information pour permettre aux gens de connaître leurs droits et de comment dire, de signaler la moindre violence, de façon à comptabiliser nos morts et toutes les violences, les contrôles aux faciès, les contrôles abusifs et les violences policières. Voilà. Amal, est-ce que c'est un sujet qui sollicite des invitations des médias ? Ah oui, mais bien sûr, nous on voit la différence entre certains médias qui au départ, quand on disait quand on racontait ce qu'on raconte aujourd'hui, qui écarquillaient les yeux. Aujourd'hui, il y en a maintenant, ils sont beaucoup plus ouverts, ils sont beaucoup plus conscients que cette réalité, elle existe. Donc voilà, ça a été un travail qu'on a fait sur le terrain, et bien évidemment qu'il faut aussi sensibiliser les médias, puisque avant ça, ils n'avaient que la version policière, et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir aussi participer à des débats, et je vous remercie aujourd'hui de m'avoir invité pour me donner la parole. Merci Amal Bentounsi, à bientôt. Merci Badr Benhamine, merci Yassar Louati, merci à tous. Merci à tous. Et à demain, dans un instant, la suite du Grand Forum, avec notamment l'éphéméride de notre ami Amar, et bien sûr la télé, les programmes, puis le sport, 18h05. Bon début de soirée, on est en retard, mais c'est pour la bonne cause. Le rappel de l'actualité, c'est avec Marine Garel que nous avons rendez-vous. Bonsoir Marine. Je me suis dit, bon bah, Amine il a joué, il a perdu, voilà, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a poussé à aller chercher la vérité. Et du coup, je me suis mobilisée sur Noisy-le-Sec pendant presque 3 mois. Oui, lieu du drame, on rappelle. Voilà, lieu du drame. On s'est constitué tout de suite partie civile pour demander une autopsie du corps. Et en fait, cette autopsie révélera que Amine s'était reçu une balle dans le dos et non de face. Donc forcément là, il y avait un problème avec les propos, avec la version policière. Et du coup, il y a un chef d'inculpation. Ce policier a été mis en examen pour homicide volontaire dans un premier temps. Voilà, donc on a mené des mobilisations pendant plus de 3 mois, jusqu'au 2 juin 2012 exactement. On a fait des appels à témoins sur place. On a demandé aux gens de venir s'ils avaient vu des choses, et du coup ça a plutôt bien fonctionné. Effectivement, de 1 témoin, on est passé à 6 témoins. Et 6 témoins qui disent exactement la même chose, que Amine était de dos, qu'il courait, à aucun moment il a porté atteinte à la vie de ce policier. Aujourd'hui, ce policier continue à maintenir sa version policière, continue à dire que mon frère était de face, et comme par enchantement la balle il l'a reçu de dos. Donc ça, c'est encore à la justice de faire son travail, puisque on vient d'apprendre puisqu'il y avait eu un premier procès en assises. Il faut rappeler que c'est quand même assez rare. C'est peut-être la 2e fois en France qu'un policier est traduit devant une cour d'assises, et que au premier procès, il avait été acquitté. Je vais juste vous expliquer. Alors, malgré les témoignages à charge contre ce policier, malgré
malgré les charges accablantes contre ce policier, malgré tout, il a été acquitté. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce président, le président de la cour d'assises, Jean-Marc Heller, c'est le même président, donc le président, c'est le même magistrat qui avait prononcé un non-lieu dans l'affaire d'Aliziri. Donc je sais pas, peut-être que vous vous en souvenez. Oui, bien sûr. Aliziri, c'est ce retraité de 69 ans qui avait perdu la vie à la suite d'une clé d'étranglement. Donc, comme a fait exprès, c'est ce même président magistrat qui était là et qui présidait la cour d'assises. Donc, il faut rappeler que la cour d'assises, il y a un président, il y a des jurés, et ce président. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, et nous accueillons ce soir notre invité. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Elle est avec nous aujourd'hui et je suis ravi de la recevoir. Amal Bentounsi, bonsoir. Merci pour votre accueil. Alors, votre affaire remonte à il y a 4 ans maintenant. En 2012, votre frère a été, on peut le dire, assassiné par la police française. Oui, tout à fait. À la suite de ce drame, donc mon frère a reçu une balle dans le dos. Il a perdu la vie donc le 21 avril 2012. Au départ, quand on avait vu l'affaire dans les médias, on nous a parlé de fusillade. Donc comme n'importe quelle personne qui regardait la télé à ce moment-là, je l'ai là pour influencer les jurés. Donc voilà ce qui s'est passé. Et par chance, il faudra noter aussi le courage de ce procureur qui a demandé l'appel, puisque ce procureur a voulu condamner ce policier, puisqu'il a même utilisé le terme de permis de tuer. Donc ça veut dire que le travail de sensibilisation qu'on a fait avec le collectif depuis 4 ans maintenant a plutôt bien fonctionné, et qu'à un moment donné, des hauts magistrats se sont remis en question et ont cherché la vérité, et n'ont pas cherché à épargner des policiers parce qu'ils étaient policiers. Aujourd'hui, est-ce que vous avez la version de ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Alors la version, là, on sait ce qui s'est passé. Que faisait votre frère? Pourquoi est-il tué? A-t-il été tué? Alors à ce moment-là, il courait, il était de